Bon, tout ce que nous venons de faire et dire s'apparente à une illusion. Apparemment, c'est comme ça que Geshe a commencé l'enseignement ce matin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est qu'une illusion, alors? La définition d'une illusion. Vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous avez dit pour ça? Une illusion, c'est quoi? C'est ce qui est faux par rapport à la réalité. Ouais, c'est quelque chose qui nous apparaît. Ouais. Voilà, très bien. Ouais, c'est quelque chose qui nous apparaît et qui est faux par rapport à ce que ça est vraiment. Donc il y a un décalage entre le mode d'existence et le mode d'apparence. Ouais. Et donc une illusion, c'est ce qui est vide de quoi? Une illusion en général. Vide d'existence propre. Vide d'existence propre, mais sans aller jusque-là. Non, on n'en est pas encore là. Vide de réalité, ouais. Vide de ce qu'elle semble être. Non, c'est trop facile. Ouais, je ne cherche pas forcément la complexité. Vide de ce qu'elle semble être, c'est-à-dire que le mirage est vide d'eau. Le mirage semble être de l'eau et il est vide d'être de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un inexistant? L'eau, à ce moment-là, est inexistante. Ah non. Non, l'illusion existe. Elle existe. Conventionnellement. C'est un phénomène conventionnel qui existe. Qui existe conventionnellement. Mais elle est vide de ce qu'elle semble être. L'eau, et le mirage est vide d'eau. Le mirage semble être de l'eau, mais il est vide d'eau. Le reflet d'un visage semble être un visage, mais il est vide d'être un visage. Okay? On peut l'appeler, l'appliquer à tout, hein, tout ça, tout ce que. Elle existe en fonction de causes et de conditions. Voilà. Et de ses parties. Donc c'est l'eau sur l'eau qui reflète le truc. Attends, mais si tu parles longtemps, il faut que tu prennes le micro parce que personne t'entend. Oui, il est vide d'existence intrinsèque, mais il existe. Il faut de suite tomber dans l'existence en fonction de ses causes, de ses parties, de ses conditions. Le visage sur le miroir existe parce que le reflet du visage sur le miroir existe parce que le miroir est là, parce que là il y a une pellicule dessus qui permet de refléter le visage. Donc il n'existe pas. Il ne faut surtout pas tomber dans le nihilisme, si j'ai bien compris. Le reflet n'existe pas. De dire que ce reflet n'existe pas. Il existe en fonction de ses parties, en fonction de causes et des conditions, et sur une simple désignation, si on est les plus tordus des bouddhistes, et les plus tordus dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr. Okay. Donc là, on peut dire que le mirage a une double inexistence. Il est vide d'existence en soi, et il est vide d'existence de ce qui semble, et il est vide de ce qui semble être. Mais de toute façon, il est aussi vide d'existence. Ce qu'il montre est faux déjà au niveau conventionnel, et aussi vide d'existence en soi. Hein. Ça a cette double inexistence. Donc, quand on utilise l'expression, quand on dit voilà, pour se sortir d'une situation embarrassante, on va dire, on va essayer de s'en sortir en se disant c'est comme un rêve, quoi, ou c'est comme un mirage, ou c'est comme le reflet de l'eau, pour ne pas adhérer trop à à l'émotion qu'on est en train de ressentir. Par exemple, si on a de la colère, c'est comme une méthode. Ça va se dire, mais la personne qui est en face de moi n'existe pas intrinsèquement, elle est comme un rêve, c'est comme une hallucination, c'est comme ceci, c'est comme cela. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Pas vraiment. Et pourquoi ça... Enfin, pas pour moi, mais peut-être pour vous, oui. Pourquoi ça marche pas vraiment si on est une personne ordinaire? Parce qu'on n'a pas réalisé la vacuité.
tout simplement. Donc, si on n'a pas, ou en tout cas, on n'a pas forcément, on n'est pas parti de la vacuité pour arriver à cette apparence semblable à une illusion. Donc on peut le dire comme ça, bien sûr. Ça peut faire un petit déclic, mais ça fera un plus grand déclic si on a réalisé, ou au moins on a bien médité sur la vacuité, que la méditation a laissé quand même pas mal d'empreintes et une certaine force dans notre courant de conscience pour pouvoir voir les choses comme ça. Sinon, ça marche pas vraiment, quoi, en tout cas. Donc tout ça, donc on doit le faire, c'est-à-dire qu'on le dit en fait, hein, on dit, voilà, elle est vide d'existence en soi, cette personne qui m'énerve là, mais en fait on ne le perçoit pas, on le dit, quoi. On dit elle est vide d'existence en soi parce qu'on l'a entendu dans les enseignements, mais ça n'a pas vraiment un gros impact, quoi, de se dire ça. Hein, ça change rien du tout en fait. C'est presque de l'arrogance. Oui, presque, oui, c'est presque de l'arrogance, ouais, comme tu dis. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, si on a médité sur la vacuité, on a commis l'erreur d'aller trop vite. Aller trop vite, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait. On a ce processus en ultra raccourci, donc Valérie, mais on n'a pas vraiment très très bien identifié l'objet de réfutation. Donc on a de vagues notions comme ça, de vagues idées de ce que ça peut être, mais tant qu'on n'a pas touché le point crucial, ça n'a pas vraiment laissé une empreinte. Et donc il faut s'entraîner, comme dit le Dalai Lama, il faut s'entraîner à cela, donc à tout moment justement où il y a ce jeu qui apparaît fortement et qui semble exister véritablement. Alors en méditation, bien sûr, c'est plus facile, mais après aussi dans la vie quotidienne, donc voir. Et quand on fait des prières aussi, par exemple, il citait la prière de refuge, où on dit le mot « je ». Chaque fois, et Gyaltsen Rinpoche le disait aussi, chaque fois que vous faites la pratique de Vajrasattva, par exemple, chaque fois que vous entendez le mot « je », vous vous posez la question « qu'est-ce que c'est que ce je ? Où est-ce qu'il est ?» Et petit à petit, vous allez le vider de son existence véritable. Et en plus, là, ça a un double effet, puisque ça permet de générer donc les deux bodhicittas. La bodhicitta ultime, hein, quand on prend refuge et qu'on se demande où est ce je, qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il existe et tout ça. Et à la fin de la prière, quand on dit pour le bien de tous les êtres, on génère la bodhicitta relative à ce moment-là. Donc, ainsi, donc, on crée les deux causes pour développer les deux bodhicittas. Donc c'est comme ça en fait, toute notre prière, en fait, tout ce qu'on récite, ça devrait être nourri un peu par ces deux compréhension, voire réalisation, et se rappeler justement quand on voit ce jeu, qu'est-ce que c'est que l'existence véritable de ce jeu, et quand on parle de bodhicitta, se rappeler justement de la compassion, de la bienveillance, se rappeler de comment naît la bodhicitta, comment on génère la bodhicitta à partir de la compassion et de la bienveillance. Voilà, donc ça aide à la fois à la pratique, dit Geshe-la, et ça aide aussi dans la vie, puisqu'on peut appliquer ces deux bodhicittas à tout ce qu'on rencontre. Voilà. Donc, après avoir médité sur la vacuité, c'est s'entraîner à percevoir que les phénomènes sont semblables ou s'apparentent à des illusions. Et quand c'est difficile, mais il faut revenir chaque fois sur la méditation de la vacuité, c'est elle qui va nous donner la force de faire cela. Et sinon, utiliser des analogies, hein, mais utiliser en les comprenant bien. Donc tout ça, c'était on avait vu, c'était pour le non-soi de la personne. C'était le premier point qu'on avait. J'ai une petite question, pour vous. Lorsque nous venons de réaliser la vacuité de façon nouvelle, hein, pour la première fois, on vient de réaliser la vacuité, à ce moment-là, l'esprit est imprégné dans la vacuité. Il perçoit la vacuité. Est-ce qu'il y a une partie de l'esprit qui dit « je médite sur la vacuité » ? Non. Hein ? Pourquoi ? Non, parce qu'il y a ce vide qui apparaît. Parce qu'il n'y a que le vide qui apparaît à ce moment-là. Hein ? Ok ? Pour cette personne. Donc il n'y a plus l'existence véritable.
Ok. Vous êtes d'accord? Hein? Il n'y a que ça. Il ne dit pas je pense, je médite sur la vacuité. Mais une personne qui a réalisé la vacuité depuis longtemps, qui est habitué à sa réalisation de la vacuité et qui s'y entraîne tous les jours, et chaque fois il repasse par ça. Est-ce qu'il pense je médite sur la vacuité? Vous avez compris. Et oui, lui oui, lui ou elle oui. Il a une conscience. Je pense que c'est la conscience. La conscience très subtile, sans aller jusque-là. Non, mais il Dans a la conscience, il a conscience qu'il médite sur la vacuité. Il peut penser je médite sur la vacuité. Pourquoi? Pour ramener le jeu. Pour Ramener le jeu. Ça veut dire quoi, ramener le jeu? Le jeu existant intrinsèquement. Ah oui, d'accord. Parce C'est ce que tu veux qu'il dire. Pour ramener Parce le qu'il croit pas en jeu... jeu. Non, il est absorbé dans la vacuité. Ouais, Il est absorbé dans la vacuité. Quand il est absorbé dans la vacuité, il peut penser je médite sur la vacuité. Parce qu'il est quand même dans le monde conventionnel. Il faut bien qu'il vive aussi dans le monde conventionnel. Il est quand même dans la réalité. Tu t'en rapproches, mais c'est pas tout à fait ça la réponse. D'accord. Mais presque, mais c'est pas loin. Hmm. C'est pas par rapport à là sans... Ben, non, parce que là, il est vraiment dans la bodhicitta ultime, tu vois. Donc, je pense pas qu'il soit... Non, il dit, il dit, je médite sur la vacuité. Mais est-ce que sa conscience, elle n'est pas justement dans l'histoire de la radio A et dans la radio B? La radio A, c'est l'ultime, et la radio B, c'est le conventionnel. Oui, Non, mais- c'était l'inverse. C'était oui, l'inverse. c'était l'inverse, peu importe. Oui, Mais- c'est pas loin, t'es pas loin, tu tournes autour du pot, là. Il fait des va-et-vient. Il fait des va-et-vient. Il est dans ce va-et-vient, lui. Ouais, c'est presque, tu comprends, oui, c'est pas mal. Parce que ce jeu qui médite sur la vacuité, il le voit comme simplement désigné. OK? Et pas comme existant en soi. Donc il peut penser, je médite sur la vacuité. Parce qu'il a réalisé ça. Mais la première fois qu'on réalise la vacuité, non. Parce qu'on est complètement pris, quoi. Il n'apparaît pas. Ce jeu conventionnel n'apparaît pas. Ouais, c'est ça, en fait. Ce jeu conventionnel n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est la simple existence du jeu existant véritablement. Hein? C'est ça qui apparaît. Donc, comme un vide d'existence en soi. Première fois. Et on est complètement là. Mais au bout du compte, enfin, à force d'analyse, quand on a réalisé ça, on arrive après à dissocier le jeu existant véritablement et le jeu conventionnel. Oui. Tu veux prendre le micro, s'il te plaît? Si tu as une question un peu... Vous êtes d'accord ou pas? Quelqu'un qui a réalisé la vacuité, il ne reste pas justement dans cet état constant? Non. Et tu veux dire qu'il reste toujours absorbé dans la vacuité? Est-ce que c'est pas un état constant de vacuité, justement, de voir? Pendant la méditation, oui, mais il ne reste pas toujours en méditation. Il faut bien qu'il fasse autre chose. Je ne sais pas. Et quand il sort de sa méditation... Voilà. Quand tu vas au supermarché, il n'est pas dans un état... Il ne voit pas tout sous la forme... Non, il n'est pas absorbé dans ce qu'on appelait la vacuité semblable à l'espace. Hein. Okay. C'est que dans la méditation qu'il est dans la vacuité semblable à l'espace. Dans la post-méditation, il voit justement les phénomènes comme une illusion. D'accord. Par sa réalisation de la vacuité. Après, il est obligé de dire je. Attends, micro, s'il te plaît. Tu vois? Oui, c'était pour dire? C'était juste pour dire que Geshe-la nous dit que même le Bouddha a dit je, et en fait, pour pouvoir expliquer, il est obligé de dire je. Donc ça. Même le Bouddha dit je, et il pense je. Mais il pensait un je simplement désigné. Ok? Vous voyez la différence entre réaliser quand on parle que l'existence conventionnelle disparaît quand on est absorbé dans la vacuité, mais après, justement, on est capable de faire, à force d'entraînement, on est capable de dissocier le jeu existant véritablement du jeu conventionnel. Mais tant qu'on n'a pas réalisé, et même la première fois qu'on comprend qu'on est en réalisation directe avec la vacuité, c'est pas comme ça que ça se passe.
Lorsqu'on réalise la vacuité pour la première fois, hein, nous savons donc que la personne n'existe pas de manière intrinsèque. J'ai du mal à entendre. Tu as du mal à entendre? Oui, non, mais j'ai pas fini ma phrase. Ah. Il est reparti. J'entends pas le... entendre de comprendre. Non, mais j'ai pas fini ma phrase, en fait. Elle veut partager. On peut avoir le micro? Elle veut dire beaucoup. Non, pas beaucoup. Merci. Merci. Tu dis un jeu conventionnel et un jeu qui existe Véritablement. véritablement. C'est quoi ce jeu véritablement Je croyais qu'il n'y en avait pas, c'était l'existence de... Justement, on a tout démontré par tu l'as l'analyse. nié, oui. Oui. C'est l'absence de ce jeu existant véritablement Ah que d'accord. tu réalises. C'est le jeu... L'absence d'un jeu existant véritablement. D'accord. Et ce qui t'apparaît à Est-ce ce moment-là, c'est un jeu simplement désigné. Et alors donc l'opposé du jeu conventionnel, c'est le jeu qui existe ultimement, mais qui est vide, enfin qui est non existant. L'opposé, c'est-à-dire l'opposé. Enfin, Oui. La controverse, c'est-à-dire qu'il y a un jeu conventionnel qui existe, il y a une controverse qui serait le jeu, ce que Il y a tu les deux. appelles Il y a le un jeu jeu conventionnel. ultime, Oui. qui est en fait N'existe pas. l'absence d'existence en Oui. soi de ce jeu. Mhm. Merci. N'existe pas. Au moins c'est clair pour moi. Ok. Merci. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire donc, le yogi qui est en train de réaliser la vacuité pour la première fois, il était jusqu'à présent donc habitué à confondre la personne existant véritablement et la personne existant conventionnellement, tout comme nous. Et donc, ces deux lui apparaissaient toujours comme étant un, comme étant une seule chose, comme pour nous. Hein, et comme étant une seule chose, et sans faire de distinction. Et il était incapable de les différencier. Donc, à partir du moment où il réalise la vacuité, cette personne, ce yogi, donc, son jeu, donc, qui semble, le jeu existant conventionnellement, semble s'évaporer. Donc, il n'a plus l'impression, il n'a plus l'existence conventionnelle. Hein, il n'a pas l'existence conventionnelle qui lui apparaît. Hein, parce que jusqu'alors, donc, il avait perçu deux personnes, en fait, qui apparaissait comme une seule. Donc on ne parle pas de dualité là ? Non, le yogi n'a réfuté, à ce moment-là, il n'a réfuté que la personne existant véritablement, hein, mais, et pas la personne existant conventionnellement. Donc il a l'impression qu'il n'y a plus rien. Il y a un moment de peur à ce moment-là, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que même la personne conventionnelle n'existe pas. C'est qu'après, à force de méditation, de méditer plus longuement là-dessus, qu'il va avoir plus d'assurance, il n'aura plus cette peur de perdre la personne conventionnelle. Oui. Oui. Je vais juste terminer en disant que lorsque survient c'est Geshe Teshog qui dit ça, lorsque survient cette peur, ça ne veut pas dire que le pratiquant a réalisé qu'il n'y a plus de soi. Il s'agit juste d'un sentiment qu'il n'y a plus de soi. Il a l'impression qu'il n'y a plus de soi. C'est une impression qu'il a. Ouais, je voulais demander s'il existait des écrits d'expériences de gens qui ont réalisé la vacuité par la première fois. Des expériences par eux-mêmes ? Je ne sais pas, peut-être, oui, ça doit exister. Je sais qu'il y avait des chants de réalisation. Les chants de réalisation qu'on trouve dans les... il y a beaucoup de chants de réalisation. Geshe Rapten, il y avait un livre qui circulait avant, je ne sais pas si je crois qu'il existe. Ça s'appelait Les échos de la vacuité. Et où il décrivait ses expériences. Une grande peur. Et c'est ça. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, la première fois qu'on réalise la vacuité, on a l'impression de perdre ce jeu conventionnel qui disparaît complètement. Et donc c'est au moment, justement, Geshe Teshog le dit très bien, c'est pour ça que je le lis, je préfère lire ce qu'il dit, lui. Il dit, au moment où est réfutée la personne existant véritablement, s'élève le sentiment qu'il n'y a pas de personne. Hein, qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a en outre pas d'apparence, et là, il n'y a pas d'apparence non plus de la personne existant conventionnellement. On ne voit même pas une personne existant conventionnellement. Et c'est le moment où il est dit que la peur peut surgir. Hein.
La peur peut surgir lors de la première réalisation de la vacuité, parce qu'il y a ce sentiment que la personne n'existe pas du tout. Oui. Et il a l'impression, exactement. On a l'impression de tomber dans le nihilisme. Et c'est ce que disait Geshe Rapten dans son chant. C'était sa grosse peur. Il a dit, mais est-ce que je ne suis pas allé trop loin dans la réfutation, puisque ce jeu conventionnel disparaît? Donc, est-ce que je n'ai pas nié le jeu conventionnel? Et Geshe Dakshok dit, lorsque survient cette peur, ça ne veut pas dire que ce pratiquant a réalisé qu'il n'y a plus de soi du tout. Il s'agit juste d'une impression, d'un sentiment qu'il n'y a plus de soi, qu'il n'y a plus de personne, qu'il n'y a plus de jeu. Et après avoir médité ainsi, on examine ce qui demeure après cette réfutation de la personne existant véritablement, et l'on réalise que la seule chose qui reste, c'est la personne existant conventionnellement. C'est là tout le truc, il est là en fait. C'est comme ce qu'il décrit là, c'est son expérience, je pense, avec Geshe Dakshok. Je pense que c'est tout à fait ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que c'est notre dernier cours. Donc, voilà. Oui, Xavier, oui. Oui, le sentiment, c'est un phénomène. C'est une impression, je sais pas, oui, c'est une impression. On dit sentiment. C'est une impression, donc ça n'existe pas alors. Ben, c'est ultimement non, mais bon, c'est une conscience. C'est une conscience qui est basée sur un état qui existe en dépendance d'un état antérieur, etc. Non, c'est parce que je voulais que vous le définissiez, parce que j'arrivais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Définir le sentiment. Ouais, peut-être une impression. Un sentiment dans la vie, oui, mais dans le bouddhisme, une impression. Un sentiment comme on le. Oui, c'est peut-être pas le bon mot juste. C'est peut-être une impression ou je sais pas comment le dire. Une impression. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les questions par rapport aux les phénomènes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? Qu'est-ce que c'est? Il y a une question là-dessus. Oui, qu'est-ce que d'après Lama Tsongkhapa, il y a deux manières de déterminer le non-soi des phénomènes. C'est quoi? Et ces deux manières qu'on a vues. Analyse en 4 points. L'analyse en 4 points, très bien. Et vacuité et interdépendance. Et l'interdépendance. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, comment elle fonctionne? Okay, vous avez dû en discuter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on examine? Qu'est-ce qui les différencie, pardon, oui. Qu'est-ce qui les différencie, les deux? Hein? L'objet de réfutation? Ah bon? C'est quoi l'objet de réfutation? Il est différent, l'objet de réfutation? Hein? C'est dans le processus. Dans le processus d'analyse, oui. Il y en a un, on déroule vraiment l'analyse en 4 points. Oui. Et l'interdépendance, il faut avoir déjà cette certitude vraiment en nous. Attends, prends le micro, s'il te plaît. C'est une réponse longue, allez-y. Donc, dans le premier cas, donc, on déroule cette analyse en 4 points. On cherche surtout l'objet de réfutation. Exactement. Et dans la deuxième manière, c'est se référer à la certitude de l'interdépendance. Il n'y a pas vraiment mais de quoi on parle? Élaboration en 4 points comme non, on l'a fait. C'est pas en 4 points. C'est vraiment justement, enfin, on l'a évoqué comme ça. Oui. Comme on a déjà acquis en nous la certitude que les phénomènes se font par indépendance. Donc, on applique directement cette certitude à l'objet qui est à réfuter, en fait. Est-ce qu'on en a vraiment la certitude? Parce que les phénomènes ne nous apparaissent pas comme interdépendants. Ils nous apparaissent comme complètement indépendants. Donc, en fait, cet argument, justement, il sert à saper un peu cette impression que l'on a que les phénomènes ou cette certitude, on en est certain que les phénomènes existent de manière indépendante. Et donc, pour casser cette certitude, enfin, ou pseudo-certitude, on utilise le raisonnement de l'interdépendance. Donc, dans les deux cas, on se sert de l'apparence. Dans le premier cas, donc, c'est l'apparence d'existence véritable du jeu qui apparaît. Donc, on prend ça comme objet de réfutation, l'existence véritable du jeu. Et là-dessus, quand on a bien identifié cette existence, ce jeu existant véritablement, on applique l'analyse en 4 points. On le cherche aux 2 endroits. Okay. Dans le
dans le raisonnement de la production indépendante, on part de sa certitude, des apparences, que tout ce qu'on perçoit, et on peut prendre là n'importe quel objet. Donc on peut prendre les objets composés, les phénomènes, donc par rapport aux phénomènes, il y a eu 3 sortes de phénomènes. Les phénomènes composés, incomposés, et les phénomènes, comment on dit ? Comment ? J'ai oublié le terme. Il y a une expression non associée, là. J'ai un trou. Il y a les phénomènes composés non associés. C'est quoi les phénomènes composés non associés ? Qui sont ni corps ni esprit. Voilà, ni forme ni esprit. C'est ça. Donc, les phénomènes composés, ça inclut les formes. Les phénomènes composés incluent les formes, les consciences, ainsi que les facteurs composés. D'accord ? Et en deuxième catégorie, c'est les phénomènes incomposés. Donc, je crois que je me suis mal exprimé tout à l'heure. Oui, je reviens là-dessus. Donc, les phénomènes autres que les personnes sont de 2 types. D'accord ? C'est ça qu'on analyse maintenant. Les phénomènes autres que les personnes, ils sont de 2 types. Il y a les phénomènes composés et les phénomènes incomposés ou non composés, comme vous voulez. Et les phénomènes composés sont de 3 types. Il y a les formes, il y a les consciences et il y a les facteurs composés non associés, c'est-à-dire tous les phénomènes qui ne relèvent ni exclusivement de la forme, ni exclusivement de l'esprit ou de la conscience. Comme par exemple le temps, les empreintes karmiques, la personne, l'année, le mois, le jour, tout ça, toutes ces notions-là, comme le temps, le jour, l'année, la personne, les empreintes karmiques, etc. Ça, ce sont des phénomènes, des facteurs ou phénomènes, oui, composés, non associés. Et ça fait partie des phénomènes composés. D'accord ? Donc 3 types. Donc le raisonnement de l'interdépendance sur les phénomènes va analyser justement il va falloir prouver donc l'absence d'existence en soi de ces phénomènes composés, c'est-à-dire des formes, des consciences et des facteurs composés non associés. Donc, quelle est la base de réfutation, quelle est la base de désignation, des phénomènes, des formes? Quelle est la base on prend n'importe quelle forme. Quelle est la base de désignation d'une forme? La base de désignation d'une forme. Les agrégats. Alors, les agrégats, on les a dit qu'on appliquait plutôt à la personne, on verra après. Là, on parle des phénomènes. Ouais. Les parties. Les parties matérielles ou directionnelles, on dit, qui composent cette forme, ce phénomène en question. C'est toutes les parties directionnelles. Il y a des parties directionnelles. Ça, c'est orienté vers l'est, ça vers l'ouest, ça vers le sud, ça vers le nord. Comme dans ce qu'on appelle des parties directionnelles. Je ne sais pas comment elle a appelé ça. Valérie a utilisé un terme que je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a appelé ça les particules orientées dans l'espace. Donc ça, c'est la base de désignation des formes. Toutes les parties directionnelles des formes. Quelle est la base de désignation des consciences? Parce qu'on va on cherche justement la conscience sur sa base de désignation. Donc il faut bien savoir ce que c'est que cette base de désignation. Oui, c'est ça. C'est les instants de conscience. Ou les parties temporelles, on va dire. L'instant T, l'instant T1, ou l'instant T-1, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, le moment de conscience présent, le moment antérieur à la conscience et le moment postérieur.
Et pour les facteurs composés non associés, eh ben, par exemple, sur l'année, par exemple, la base de désignation de l'année, ça va être les mois, par exemple. Pour les mois, ça va être les jours. Pour les jours, ça va être les heures, etc. Donc il y a toujours une base de désignation, puisque, comme on l'a expliqué ce matin, tous les phénomènes sont désignés. Il n'y a pas de... C'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'il y a un phénomène... Ça revenait un petit peu à ça. Est-ce qu'il existe un phénomène non désigné? Non. Donc les phénomènes n'existent que par leur désignation. Mais on ne peut pas trouver... Il n'y a pas de phénomène qui ne soit non désigné. Donc ça, c'était pour... Ouais. Oui. Micro. Ouais, ça fait rien. Ouais. Un exemple de phénomène non composé, est-ce que ce serait vacuité? Pardon? Un exemple de phénomène non composé, en fait, j'essayais d'imaginer. De phénomène non composé. Vacuité. Oui, oui. Phénomène non composé, la vacuité, l'espace. Ben, c'est les parties directionnelles d'une table, par exemple. La partie supérieure, la partie inférieure, la partie de droite. Hein? D'une forme, d'un phénomène. Ah, de la vacuité? Eh bien, c'est les phénomènes non composés. Donc, ils n'ont pas de partie directionnelle. Non, ils n'ont pas de forme. Hein? Ça, les parties, c'est uniquement pour les formes, pour ce qu'il y a des formes, hein? Les choses matérielles. Donc dans les phénomènes, on distingue ça. Donc les phénomènes matériels et immatériels. Ouais, immatériels. Donc pour la vacuité, ça ne s'applique pas. Et pour la conscience, eh bien, ce sont des instants de conscience qui vont être la base de désignation de la conscience. Et je vous ai posé une autre question aussi sur les agrégats, je crois. Qu'est-ce que c'est que les agrégats, alors? Donc ça, on en a parlé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot agrégat? Hein? Une agrégation de parties, c'est ça que tu dis? Oui. Oui. Une agrégation, un regroupement de particules, d'objets matériels, si c'est des objets matériels, ou d'instants d'objets immatériels, comme par exemple des moments de conscience antérieurs et postérieurs. Ça, ce serait des agrégats, par exemple. On peut utiliser ce terme agrégat. Alors après, bon... C'est plus simple de l'utiliser pour la personne, par exemple, mais on pourrait essayer de l'utiliser aussi pour des choses matérielles. Pour les phénomènes, on peut parler de ça. Hein. Donc ici, oui, vas-y. Non, je voulais... les lieux, on parle de lieux, de maisons hantées, des choses. C'est ça, les lieux aussi. Ça a été un lieu qui a eu plusieurs vies et qui a été béni, enfin, en tout cas... C'est quoi un lieu? Ouais, un lieu, un pays, tout ça, c'est quoi? C'est classé où, ça? C'est une chose... C'est pas matériel? C'est pas matériel. C'est pas une conscience? C'est un regroupement de... Donc c'est un phénomène composé, non associé. Okay. Composé. Un lieu est composé de plein de choses. Hein. Ouais. Mais ces lieux peuvent avoir... Quand on parle de conscience, on peut parler de conscience pour des objets composés par... Pour des objets matériels? Oui. Ah non. Non, pour des lieux, donc des objets composés. Pardon, j'ai pas compris. Il y a 3 types de phénomènes. Hein. Composés, non composés. Ouais. Hein. Et parmi les phénomènes composés, il y a les formes, les consciences et les phénomènes composés non associés. Et les lieux entrent dans les phénomènes composés non associés. Ce sont les phénomènes composés. De quoi ils sont composés? Plein de choses, hein. Comme tu le dis. Hein. Plein de choses. Donc ici, c'est les agrégats qu'on va prendre comme objet. Oui, pardon. Composés non associés. Parce qu'ils ne sont associés ni à la forme, ni à
ni à la conscience. Dans les phénomènes composés, il y a la forme, la conscience et les facteurs composés non associés. Ouais. Ensuite, une deuxième partie, il y a des phénomènes non composés comme la vacuité ou l'espace. Ouais. Et le troisième, c'est quoi? Il n'y a pas de troisième. Ah, il n'y a pas de troisième, d'accord. Non. La vacuité, d'accord, oui, merci. L'espace. Si j'ai raté peut-être quelque chose, mais la vacuité, quelle est sa base de désignation? Est-ce qu'elle en a une? Oui, oui. Oui, il l'a dit ce matin. Il a posé la question. Quelle est la base de désignation de la vacuité? L'absence. Oui, l'absence d'existence propre. Ouais. C'est une simple absence d'existence propre. Ouais. Donc c'est ça. La vacuité est désignée sur cette absence d'existence réelle, d'existence propre, comme vous voulez. Donc les agrégats, donc ici, c'est la base de désignation de la personne. Donc ici, quand on parle, on va chercher, donc quand on parle de déterminer le non-soi des phénomènes, ici, donc ça va être sur les agrégats. C'est le nouvel objet d'exploration. C'est ça qu'on essaye de trouver, donc que l'absence d'existence en soi des agrégats. C'est-à-dire qu'en établissant l'absence d'existence en soi des agrégats de la personne, on établit le non-soi des phénomènes. C'est OK, ça? C'est un peu bizarre. En établissant l'absence d'existence des agrégats, en déterminant l'absence d'existence en soi des agrégats, on établit le non-soi des phénomènes. Hein? Puisque la personne, c'est plus la personne là qu'on réfute, c'est l'existence. C'est plus l'existence en soi de la personne qu'on réfute, c'est l'existence en soi des phénomènes, des agrégats sur lesquels est constituée la personne, qui servent de base de désignation à la personne. Donc l'établissement du non-soi, la détermination du non-soi des phénomènes, ça peut être l'absence d'existence propre de n'importe quel objet matériel, la table, le réveil, ou immatériel, la conscience, la pensée, tout ça. Les agrégats. Hein. Donc le premier raisonnement, c'est la réfutation qui utilise les raisonnements qu'on a vus, là, en 4 points, qui reprend l'analyse en 4 points, en cernant bien l'objet de réfutation. On essaie de bien cerner l'objet de réfutation. Et l'objet de réfutation, c'est toujours le même, c'est l'existence en soi de ce phénomène en question qu'on est en train d'analyser, que l'on a pris comme objet de référence. Par exemple, la table. Et on essaie de voir si la table est une ou distincte de sa base de désignation. Est-ce que la table est une avec les parties ou est-ce qu'elle est distincte des parties? Okay. Et donc là, c'est toujours pareil. Donc s'il existe une table, si la table existe en soi, si elle existe véritablement, est-ce qu'elle est véritablement... Elle doit être soit véritablement une avec ses parties, soit véritablement distincte de ses parties. C'est toujours le même truc de l'objet de recouvrement. Donc, une fois qu'on a déterminé donc, ce que ça voulait bien dire exister en soi, donc on examine donc, si cette chose, elle existe sans dépendre de ses parties. Est-ce que la table existe sans dépendre de ses parties? Ou si on examine la conscience, est-ce que cette conscience existe sans dépendre d'une continuité, c'est-à-dire de moments antérieurs, de moments postérieurs? Donc, exister de son propre côté, donc c'est ça, c'est lorsqu'on cherche à déterminer l'objet, à trouver l'objet que l'on désigne. Où est la table? C'est ça qu'on cherche. Il nous semble que la table existe de son propre côté, donc si la table existait vraiment de son propre côté, elle devrait être trouvable de son propre côté, véritablement. Or, si l'on cherche ce qui dans la table fait qu'elle est une table, ouais, l'essence, autrement dit l'essence de la table, qu'est-ce qu'on ne va pas trouver ça? On va retomber sur
sa base de désignation, c'est-à-dire des parties qui sont elles-mêmes composées de parties, Donc c'est ça que l'on cherche. Donc on cherche l'objet, si l'objet en question, donc le phénomène en question, existe véritablement ou pas. S'il existe véritablement, on doit pouvoir trouver quelque chose qui existe de son propre côté. Alors c'est là où intervenait la différence entre les autonomes et les conséquentialistes. C'est-à-dire ce sont deux madhyamikas, les deux écoles madhyamikas de la voie médiane. Les autonomes considèrent qu'ils acceptent simplement que les phénomènes existent comme étant simplement désignés, mais désignés sur quelque chose que l'on trouve. Pour les svatantrika, on trouve quelque chose. Tandis que pour les autres, pour les prasangikas, pour les conséquentialistes, on ne trouve rien. On ne trouve que la simple désignation, et ça suffit à les faire fonctionner. Donc, pour les autonomes, on considère qu'on trouve quelque chose qui existe par soi-même. Sinon, la chose en question serait inexistante. Si on ne trouvait pas quelque chose qui existe par soi-même, ça nierait l'existence de la table ou de la chose en question. Et beaucoup de scientifiques sont dans cette démarche-là, et on pourrait dire qu'ils sont des madhyamikas prasangikas, peut-être, ou peut-être moins, mais en tout cas, ils cherchent toujours l'objet essentiel qui permet cette désignation. Quelle est l'unité insécable de ça. Mais bon, les svatantrikas vont un petit peu plus loin parce qu'ils acceptent quand même que les phénomènes sont simplement désignés, qu'ils existent par simple désignation, mais désignés sur une base de désignation qui est trouvable à l'analyse ultime. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent, eux ? Ils trouvent que c'est la conscience mentale qui sert de désignation à la personne. C'est ce qui illustre la personne. Autrement dit, lorsqu'ils cherchent la personne sur sa base de désignation, ils trouvent quelque chose. Ils trouvent la conscience mentale. Donc ils vont plus loin que les autres, car ils admettent qu'il y a une existence désignée. Alors toutes les autres écoles bouddhistes inférieures ne l'admettent pas, que les phénomènes existent comme simple désignation. Pour eux, ils existent de manière réelle. Il y a une réalité. Tandis que pour les autres, non. La seule réalité, c'est la désignation. Mais donc, ils vont plus loin, donc, car ils admettent une existence désignée, mais pour eux, donc, il existe quelque chose sur la conscience mentale qui illustre la personne. Voilà. Pas simplement désigné. Il y a quelque chose, c'est désigné sur une base de désignation, mais la base de désignation, il y a quelque chose dans la base de désignation. C'est-à-dire que pour les prasangikas, si on continue à analyser la base de désignation, on retombe encore sur la vacuité, sur l'absence d'existence intrinsèque. Et donc, c'est pour ça que l'analyse du non-soi des phénomènes, elle va extrêmement loin, parce qu'on peut tout réfuter. Tout ce qu'on perçoit, aussi bien matériel qu'immatériel, c'est réfutable. Enfin, l'existence en soi de ces choses-là est réfutable. Que ce soit le dharma, que ce soit les 4 nobles vérités, que ce soit toute conception de l'existence en soi. Toute conception de l'existence en soi est réfutable. Donc, pour les conséquentialistes, la personne existe comme simple désignation attribuée à l'ensemble des agrégats. Et ça, c'est comme le chariot qui est attribué. On appelle chariot simplement, donc c'est une simple désignation sur l'ensemble des parties. Si on ne trouve pas de chariot existant véritablement, et on ne trouve aucun phénomène existant véritablement. Ça, c'est vraiment l'analyse donc à 4 points qu'on applique à cela. Et donc, Geshe-la donnait une bonne explication, j'ai trouvé, sur la table, par exemple, en montrant comment les choses nous apparaissaient. Donc, tout phénomène matériel nous apparaît comme existant de lui-même. Dès qu'on perçoit un phénomène, dès qu'on perçoit la table, on perçoit qu'il s'agit d'une table
et qu'elle existe réellement telle qu'elle nous apparaît. Donc c'est ça qu'il faut remettre en question. On ne pense pas que c'est une simple désignation. Pour nous, c'est un phénomène réel qui existe tel que cela nous apparaît. Pour les Madhyamika Prasangika, c'est une simple désignation. Parce que si elle existait telle qu'elle nous apparaît, c'est-à-dire comme existant véritablement, on devrait pouvoir la trouver. Et donc, on faut examiner donc l'apparence solide de cette table qui s'impose à nous comme existant véritablement. Et on va chercher, on va réfuter donc l'existence réelle. On ne réfute pas la table, hein, on réfute l'existence réelle de la table. Et donc pour ça, il faut commencer par percevoir ce qui nous apparaît, hein, et bien analyser ce qui nous apparaît. Donc la base de désignation de la table, ça va être toutes les parties qui composent la table. Donc est-ce que la table est intrinsèquement une ou est-elle intrinsèquement distincte de cette partie? Donc premièrement, on analyse si elle est intrinsèquement une. Si elle était intrinsèquement une, la table, elle ne pourrait pas être désolidarisée, elle serait complètement indifférenciable de ses parties. La table serait intrinsèquement une avec ses parties. Il n'y aurait pas la table et les parties. Les parties seraient la table, autrement dit. Or, les parties ne sont pas la table. On peut appeler ça, c'est le pied, ça, c'est le plateau supérieur. Il y a un rayonnage, là. Voilà. Les parties ne sont pas la table. Les parties ne sont pas la table. Les parties sont les composantes de la table. S'ils étaient intrinsèquement une, ce serait pareil. Elles seraient indifférenciables. Alors, pourquoi est-ce qu'on prendrait la peine de donner deux noms, hein? Deux noms à la table, à la même chose, c'est-à-dire à la table et à ses parties. Si c'était la même chose. Hein? C'est-à-dire que le possesseur et les parties seraient les mêmes, seraient le même. Il n'y aurait pas de distinction. Donc le problème, c'est que quand on connaît le mot d'un objet en question, en fait, on voit l'objet. Et on ne voit plus le mot. C'est ça le problème est là. On associe le mot et l'objet, et ce qui nous apparaît, donc en fait, c'est la table, c'est le mot. Hein. Quand on voit l'objet, on voit aussitôt le mot. On ne le voit pas, le mot. C'est le mot qui nous apparaît. Donc en fait, c'est pour ça que le mot précède la perception de l'objet. Il faut d'abord avoir le mot pour après. On a d'abord le mot, et puis après, on l'identifie comme étant ce mot-là, alors que c'est un objet. Et à partir du moment où vous avez mis un mot, eh ben cet objet-là va toujours vous apparaître comme ce mot en question. Comme la lettre A, par exemple. Le jour où votre instituteur ou institutrice vous a dit que cette lettre était un A, eh ben cette forme, oui, c'est une forme, là, va toujours vous apparaître comme un A. Elle va vous sembler exister intrinsèquement comme étant un A. Et vous n'allez pas la voir comme étant simplement désignée sur ses parties qui la composent, les barres, ni comme l'ensemble des parties. C'est un A existant intrinsèquement. Une fois qu'on a appris le nom d'une chose, on ne voit plus que la chose. Même si on sait que la table est un nom, hein, que c'est le nom table, mais lorsqu'on perçoit cet objet, on perçoit une table. Le problème, il est là. Hein. On sait que la table est un nom, mais lorsqu'on perçoit cet objet, hein, on perçoit une table. Et on y croit. Christian ? Oui. Quand tu dis que le nom précède l'objet, c'est hormis le moment où justement la première fois on voit la lettre et que la maîtresse nous a dit que c'était un A. Bah oui, à partir du moment où on sait que c'est un A. D'accord, oui. C'est à partir de ce moment-là que c'est le nom précède l'objet. Bah oui. À partir du moment où on t'a dit que ça s'appelait un A. Après, dès que tu vas voir cet objet, oui. Puisque tu as le nom précède l'objet, tu vas toujours voir ça comme un A. Oui, on ne va plus le décrire comme une forme circulaire. Exactement. Ou comme une autre forme. Tu vas percevoir uniquement ça comme un nom. Hein. Ok, merci. Mm-hmm. C'est-à-dire... et tu ne penseras plus que c'est un nom, même si tu le sais. Et c'est tout le problème est là, donc entre la désignation et la base de désignation. On confond les deux.
Et si elles étaient vraiment indifférenciables, eh bien, enfin, on ne pourrait pas, intrinsèquement on ne pourrait pas les différencier. Oui. Oui, oui. Oui, Adinho, oui. J'avais compris ce matin que l'objet était toujours désigné, en fait, même lorsque c'est la première fois qu'on l'invente. Donc, ce A dont on vient de parler, avant de savoir qu'il s'appelle le A, on l'a quand même désigné dans notre tête en étant une forme circulaire. Voilà, donc, quelque part. Tu l'as appelé d'une certaine manière. Voilà, exactement. Mais après, quand on a corrigé, quand on t'a dit que c'était un A, il ne t'apparaît plus comme la forme que tu avais dans la tête avant. Il t'apparaît désormais comme le nom que l'on t'a enseigné. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais pour dire que, malgré tout, par rapport au raisonnement que tu as tenu, la première fois qu'on a vu cette lettre, ce nom désigné est apparu en premier quand même, forme circulaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas dans mon raisonnement? Non? Même si après on a corrigé, on a dit que c'est pas une forme circulaire, c'est un A. Il y a une désignation qui t'est apparue, tu veux dire? En premier, exactement. Ouais. Tu vois? Il y a une conceptualisation où il y a eu quelque chose, oui. Tu as dit quelque chose, oui, tu as dit quelque chose. Voilà. Ouais. Mais après, ça va changer, ça. Tout à fait, on est d'accord, exactement. Oui, il y a toujours une désignation, effectivement. Et l'objet en question existe par rapport à cette désignation-là. Donc là, l'objet à réfuter, là, c'est vraiment ce qui nous apparaît quand on parle de table, c'est-à-dire ce que l'on perçoit immédiatement et auquel on croit. On croit à cette apparence. Donc c'est l'apparence à laquelle on croit. Et là, le deuxième point, donc, méditer ou analyser que c'est si la table était intrinsèquement distincte de ses parties, eh bien, elle n'en dépendrait pas. On pourrait ce serait deux choses complètement distinctes, ce seraient deux choses non reliées, aussi différentes que l'ordinateur et la table, qui ne semblent pas reliés l'un à l'autre. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'elles elles ne sont pas intrinsèquement distinctes. Sinon, on pourrait, si le pied de la table est cassé, on dit le pied de la table est cassé quand il manque un pied, par exemple. Donc il n'y aurait pas de lien non plus entre le moment antérieur et futur de la table, s'ils étaient complètement dissociés. La table ne changerait pas au fil du temps. Elle ne pourrait pas s'abîmer. Elle serait complètement... elle serait intrinsèquement distincte de ses parties. Ce serait deux choses complètement distinctes, la table et ses parties. Or, ce n'est pas le cas. Non? Vous êtes d'accord avec ça? Que ce n'est pas le cas? Cécile? Un doute, c'est puisque tu avais réussi à me convaincre pour l'histoire de la voiture, on pourrait très bien s'amuser à désosser la table, en fait. Jusqu'où on va. Exactement. Dévisser les quatre pieds, les mettre de côté et mettre la planche de côté. On reconnaîtrait, si on a bien sûr les pieds à côté de la table, on saurait dire que c'est quand même une table, mais qui a été désossée. Tu vois? Si tu enlèves toutes les parties de la table, est-ce qu'il y a encore une table? Bah non. Bah non. Ben non, il n'y a plus de table. Ah non. C'est comme la voiture à 3 roues. La voiture à 3 roues. Non, il y a toujours la voiture à 3 roues, justement. C'est ce que l'on disait là. La voiture à 3 roues, c'est toujours une voiture. Oui. Eh oui. Mais si tu enlèves toutes les pièces, que tu les mets au garage, tu enlèves toutes les pièces, est-ce que ça sera encore une roue? Est-ce que ça sera encore une voiture? Et ça, la roue aussi, on peut la décomposer en plein de choses aussi. Ouais. Donc le phénomène, la table, la voiture n'est pas intrinsèquement distincte de ses parties. Si elle était intrinsèquement distincte, on aurait la voiture et ses parties. Et les deux seraient aussi distinctes qu'un ordinateur et une table, par exemple, ou un micro et une table. Et c'est pas le cas, d'accord? Donc, il n'y a pas de table réelle telle qu'elle nous apparaît. Parce qu'il y avait une table réelle, elle serait soit une avec ses parties, soit distincte de ses parties. Et on prouve qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Donc il n'y a qu'une table, simplement désignée,
La table, c'est une simple désignation sur des parties constituantes. Et c'est en ça qu'elle existe comme étant semblable à une illusion, qui semble exister, la table semble exister véritablement, mais elle est trompeuse. Elle n'a pas cette existence réelle que nous lui attribuons. C'est simplement une désignation. Là, c'est déjà -5. Ah oui, ça passe vite. Donc l'interdépendance, le raisonnement de l'interdépendance, c'est justement utiliser le fait qu'il n'y a pas un seul phénomène qui ne soit interdépendant. Donc il n'y a pas un phénomène qui ne soit vide. En fait, Parce que pourquoi il n'y a aucun phénomène qui ne soit interdépendant? C'est parce qu'il n'y a aucun phénomène qui ne dépende pas de quelque chose pour exister. Tout phénomène dépend forcément de quelque chose pour exister. Donc on ne trouve pas un phénomène qui ne soit pas interdépendant. Et ultimement, dans l'analyse, ils dépendent tous de quelque chose, tous les phénomènes. Ils dépendent tous soit de cause et de condition pour les phénomènes composés, ou ils dépendent tous de leur partie, pour les phénomènes composés, pardon, ou ils dépendent tous finalement d'une désignation. Je vais poser une question, Christian. Oui. Comme tu es en train de parler de l'interdépendance, oui. Tout à l'heure, Guéchela, il a parlé de l'interdépendance donc bilatérale, donc pour la compréhension de la vacuité et de l'interdépendance, et inversement. Et je voulais savoir, parce que tout à l'heure, c'était pas assez clair pour moi. Ah oui, oui. Quand on va, alors je ne sais pas si c'est une méditation, enfin quand on va travailler sur le raisonnement, comment on s'y prend concrètement? Pour réfuter Pour travailler le raisonnement sur l'interdépendance. Ok, tu prends un phénomène, n'importe lequel, soit une forme, un ordinateur, une table, qui t'apparaît comme existant véritablement et de façon indépendante, et tu te prouves à toi-même que elle n'est pas aussi indépendante qu'elle le semble, mais qu'elle est interdépendante. Et pourquoi est-ce qu'elle est interdépendante? Tu appliques le premier raisonnement, elle dépend de cause et condition. Il a fallu qu'il y ait un menuisier qui la fasse, qui la conçoive, qui la pense, qui assemble toutes les pièces. Ensuite, il a fallu des parties. Il lui faut des parties, c'est ça. Elle dépend de ses parties. Sans ces parties, il y a aussi la désignation table. Si tu l'appelles pas ça une table, c'est pas une table. Est-ce qu'on peut utiliser l'analyse en 4 points pour arriver à le raisonnement de l'interdépendance? Non, c'est deux raisonnements différents. Mais est-ce que le premier ne peut pas être relié à l'autre? C'est deux raisonnements différents. Comment tu voudrais les relier? C'est deux raisonnements différents. Mais bien sûr, au bout du compte, tu vois que tout est interdépendant. C'est sûr. Tu vas arriver à ça. Puisque tu vas voir que tout est vide, donc tu vas voir que tout est interdépendant. Donc finalement aussi, oui, l'analyse en 4 points va te conduire aussi à l'interdépendance, à voir l'interdépendance. Effectivement, oui. Donc il y a effectivement un lien, oui. Merci. Oui. Donc tout ce qui dépend de conditions est vide. Donc l'interdépendance signifie la vacuité, et la vacuité signifie l'interdépendance. Donc effectivement, si au terme de raisonnement en 4 points, tu arrives à percevoir la vacuité, aussi tu vas avoir l'interdépendance. Puisque l'interdépendance signifie la vacuité, et inversement. C'est une signification bilatérale, comme tu disais. Bien, on va peut-être... Oui, tu as une question? Un phénomène permanent, c'est un phénomène qui ne un phénomène. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène permanent? C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Immuable, oui. On pourrait dire ça. Immuable. L'espace est un phénomène permanent. Ouais, je pense que c'est ça que tu veux dire. Hein. Oui, immuable. Immuable,
Immuable, c'est permanent, je pense, oui. Ouais. Pas sûr? Peut-être pas, oui. Moi, je le vois par immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Hein? Bah, ouais. On ajoute simplement qu'il ne change pas d'instant en instant, phénomène permanent, qui ne se modifie pas d'instant en instant. Ça, c'est un phénomène permanent. Donc ici, immuable veut dire que ça ne change pas. À mon avis, c'est synonyme. C'est pareil. Après, dans les classifications, on parle plutôt de phénomènes permanents, phénomènes composés, etc. On n'utilise pas le mot immuable. Je pense que c'est plutôt un terme, je sais pas, plus poétique peut-être. Je sais pas. Ouais, je pense, ouais. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est dans le sens de la forme, qui ne change pas dans... Immuable, non, ça veut dire aussi bien pour la conscience. Ouais. Ouais, non, qui ne change pas d'instant en instant. La définition, c'est ça, hein, qui change pas. C'est dans le temps, bien sûr. C'est dans le temps. Et immuable, c'est plus la forme, tu veux dire. Qui reste telle qu'elle. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, qui est pas mal, ouais. Mm-hmm. Il me semble avoir entendu que permanent indiquait que ça ne change pas d'instant en instant, mais pendant un certain temps, de façon temporaire. Oui, donc, c'est pas vraiment immuable, oui, oui. Parce que c'est que pendant un certain temps. Oui, c'est vrai. C'est pas éternel. C'est la différence entre éternel et permanent. C'est ça. C'est la différence entre éternel et permanent. Éternel, ça serait tout le temps. Et là, c'est pendant un temps donné. Oui. Bien, bien. Merci, Anne. Très bien. Donc, immuable, sont plutôt synonyme d'éternel. D'accord. Voilà. On y est arrivé. Merci. Merci pour la... Ouais, immuable, ce serait plutôt éternel. Ouais, tout à fait. Elle n'emploie pas permanent, elle dit immuable. Ouais. Au sens d'éternel. Okay. Bien, ben ouais. J'espère que maintenant, ça y est, tout ça, c'est bien clair dans votre esprit, aussi clair que ça peut l'être. Hein. Ça ne l'est pas complètement non plus dans le mien non plus, alors de toute façon... Ça le devient de plus en plus, mais il faut continuer à analyser, à faire des efforts, à comprendre les choses. Il y a beaucoup de points subtils et tout l'intérêt est là, justement, d'étudier la vacuité, c'est de vraiment voir, puisque notre ignorance nous ramène toujours à l'existence véritable des phénomènes et on doit toujours essayer de combattre un peu cette apparence d'existence véritable. Les choses nous apparaissent comme si elles existent, comme si elles avaient leur propre existence autonome. Et donc tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, ça continue à nous apparaître comme ça. Voilà, mais avec la compréhension, on arrive petit à petit à avoir une image claire, en tout cas une perception claire, une compréhension plus claire de ce que c'est que la vacuité et l'absence d'existence en soi des phénomènes et des personnes. Donc on va dédier ces mérites d'avoir consacré toute cette... Il y a encore une journée, oui, au moins donc d'avoir continué à essayer de percer ce mystère qu'est la vacuité. Lama Drawa Chikyan Malpa Teye Salam Gabajo Janjo Samni Rimpoche Kepa Nam Gengoch Kepa Nyam Pame Payam Gone Gondo Pelwarisho
Donc on se retrouve tout à l'heure à 8h pour la pratique de Vajrasattva, si vous voulez. Et demain, donc, c'est le dernier cours, c'est à 10h30, comme d'habitude, pour l'enseignement, et à 9h pour la pratique. On n'aura pas fini, non. On n'aura pas fini... sauf si Geshe-la décide d'en rester là. Normalement, c'est pas terminé. Il nous reste à voir... donc, on a vu comment le raisonnement de la production dépendante. Il nous reste à voir comment ces raisonnements prouvent aussi l'irréalité de ce qui est incomposé. On a vu que ce qui était... Après, il nous reste à voir les vérités relatives et ultimes. Ouais, là, je pense pas... Ça me paraît difficile de voir les deux demain, sauf si Geshe-la décide de faire ça demain. Après, il nous reste les divisions de la vue supérieure, la manière de méditer sur la vue supérieure et le critère d'accomplissement de la vue supérieure par la méditation. Ouais. Tout ça, si on veut vraiment traiter tous les points du texte de la Matsongkhapa. Une semaine de plus, peut-être, ouais. Il faudrait ça. Le devoir... il y aura un devoir pour oui. Donc, soit il y a deux possibilités, soit je l'envoie, ou je ne l'ai pas encore fait, il va falloir déjà le créer, ce document, ces questions. Donc, soit on attend la fin du module, soit on le fait là, même avant la fin du module, juste par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On pourrait faire ça, parce qu'on a plus de temps pour y réfléchir. Qu'est-ce que vous préférez? J'ai pas compris, Christian, le deuxième temps que tu proposes. Le deuxième, c'est soit d'attendre, premier temps, soit d'attendre la fin du module complet avant de faire l'examen, de passer l'examen, soit que je vous l'envoie tout de suite, c'est-à-dire le mois prochain, par exemple, pour. Oui, et vous le ferez pendant l'été, par exemple. Ça dépend de toi aussi, Christian, parce que c'est toi qui vas le préparer. C'est ça, si j'ai bien compris. Vous le ferez avant. Ouais. Comment? Non, j'ai pas réfléchi encore à tout ça, franchement. J'attendais de voir si on finissait ou si on finissait pas. Christian, ouais. Tu parles bien de l'examen basé sur les 3 ans de PEBA. Oui, c'est ça. Ok. Un examen final pas les 3 ans de PEBA, les 3 ans de module de l'AMRIM. Ok. Du module 1, oui, exactement. Voilà. Donc vous voulez le faire avant la fin ou attendre la fin? En fait, c'est ça l'histoire. Attendre la fin. Bon. Ça va être plus court par contre. Hein. Il va falloir vous allez avoir du boulot. Hein. Non, avant peut-être, parce qu'il y a l'été pour bosser un peu. Il y aura des questions. Ouais. Hein. Christian, tu nous feras des questions Kinder. Des questions quoi? Kinder. Avec de belles surprises. Les questions Kinder. Ah, Kinder surprise. Ça veut dire quoi, ça? Avec des surprises. Des surprises. Ah, des surprises? Voilà, des surprises sympas. Non, ça sera des QCM. Je pense que ça va être assez... Il faut que ça soit simple à corriger pour Ganga. Hein. Je ne peux pas trop... Ça sera il faut lui donner une grille de correction pour que ça soit simple à corriger, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail sinon. S'il y a des réponses trop longues et trop élaborées, ça va être compliqué, quoi. Super. Ouais. Bien. Allez. Tout à l'heure. Merci. Ce sera anonyme? Est-ce que ça sera anonyme? Non, absolument. Non, absolument pas. Bon. C'est une Ganga qui corrige, c'est pas moi. Hein. Alors, pour vous êtes un peu anonyme. Elle ne vous connaît pas tous. En équipe? Ah non. Vous faites ça chez vous et vous avez aucun document. Hein. Comme un examen. Ah non. Vous avez compris? Bon.